Je m'appelle Margot et j'ai 28 ans. Le marteau du juge a retenti comme un coup de feu et les 23 personnes présentes dans cette salle d'audience ont éclaté de rire à mes dépens. Le juge lui-même essuyait des larmes de rire en déclarant que j'étais manifestement inapte à gérer des millions. Mes propres parents étaient assis là, arborant un sourire narquois comme s'ils venaient de gagner au loto, ce qui, dans leur esprit, était le cas. D'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Dites-moi votre ville en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous vous êtes déjà senti trahi par les personnes censées vous aimer, vous voudrez absolument connaître la suite de cette histoire. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment je suis devenue la risée de ma propre audience d'héritage. Tout a commencé quand j'avais 7 ans, dans ma chambre d'enfant, alors que mes parents bouclaient ma petite valise. Grand-père Philippe veut que tu restes avec lui quelque temps, m'a dit maman, sans croiser mon regard. Juste le temps qu'on s'organise un peu. Ce « quelque temps » a duré 21 ans, et, honnêtement, ce fut la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mes parents, Robert et Sylvie Beaumont, n'étaient pas méchants. Ils étaient juste des gens de convenance. Ils aimaient l'idée d'avoir de l'argent, mais pas les responsabilités qui allaient avec. À ma naissance, grand-père Philippe était déjà déçu par son fils. Papa avait ce talent pour les grandes idées, mais aucune persévérance. Maman était belle, charmante, et totalement allergique à tout ce qui ressemblait à du travail. Grand-père voyait bien ce qui se passait. J'arrivais au dîner de famille avec des bleus sur les jambes à force de me cogner dans des meubles jamais rangés. Mes vêtements n'étaient jamais à ma taille car personne ne remarquait que je grandissais. Je n'étais pas maltraitée, juste oubliée, comme une plante d'appartement qu'on arrose de temps en temps. Ça te dirait d'avoir ta propre chambre chez moi, m'a demandé grand-père un après-midi. J'avais 8 ans, l'âge de reconnaître une bouée de sauvetage quand on en voit une. Avec des livres et une grande fenêtre? Je peux amener mon doudou? Absolument. Cette conversation a tout changé. En quelques mois, je vivais légalement chez grand-père Philippe dans sa grande maison près de Lyon. Mes parents venaient pour les fêtes et les anniversaires, jouaient aux parents modèles pour les photos Instagram, puis disparaissaient pour reprendre leur vie mondaine. Ils avaient l'image sans l'effort. Le classique style Beaumont. Grand-père Philippe était tout ce qu'il n'était pas, constant, présent, intéressé par mes rêves. Il m'a appris les échecs, m'aidait pour mes devoirs et ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Quand je me suis passionnée pour le club de débat, il m'a conduite à tous les tournois. Quand j'ai décidé de faire mon droit, il a souri en disant « Enfin une Beaumont qui a la tête sur les épaules ». Le jour où j'ai été admise à Assas, à Paris, j'ai appelé mes parents. La première question de mon père a été de savoir combien ça allait coûter à mon grand-père. Évidemment. Vivre avec lui, c'était avoir son propre premier supporter qui, par coïncidence, pesait 30 millions d'euros. Non pas qu'il s'en vantait. Il conduisait une vieille Peugeot 207 et ravaudait ses propres chaussettes. L'argent est un outil, Margot, disait-il. Dès qu'il devient ton identité, tu es perdu. Mes parents n'ont jamais retenu la leçon. Ils vivaient dans un bel appartement que grand-père leur avait acheté, conduisaient des voitures qu'ils finançaient et fréquentaient des galas de charité à ses frais. C'étaient des « enfants à héritage » professionnels. Et ils étaient doués pour ça. Ton père a une telle vision, me disait grand-père avec un regard qui montrait qu'il essayait de s'en convaincre lui-même. Il doit juste trouver la bonne opportunité. À 47 ans, il cherchait toujours le coup du siècle. Pendant ce temps, maman organisait des cercles de lecture pour femmes fortunées et appelait ça du « développement intellectuel ». Les livres ne dépassaient jamais 200 pages. Mais ce que mes parents ne réalisaient pas en jouant à la dinette avec l'argent de grand-père, c'est qu'il observait. Toujours. Ils voyaient qu'ils ne demandaient jamais mes notes. Qu'ils oubliaient mon anniversaire 3 années de suite. Qu'ils arrivaient aux réunions de famille avec des cadeaux coûteux l'un pour l'autre et une babiole achetée à la va-vite à la gare pour moi. Ils t'appellent pour prendre des nouvelles, m'a demandé grand-père quand j'avais 14 ans. Maman m'a envoyé un SMS la semaine dernière, ai-je menti? Il savait. Je savais qu'il savait. Mais il était trop élégant pour insister. À la place, il s'assurait que je ne manque de rien, cours de piano, colo de vacances, prépa concours. Il venait aux réunions parents-prof et prenait des notes comme si mon avenir était sa priorité, car c'était le cas.
Quand je suis montée à Paris pour mes études, grand-père a insisté pour m'y conduire. La première de la famille à faire une grande faculté parisienne, disait-il, les mains sur le volant. Tes parents n'ont pas pu venir. Ton père a un rendez-vous d'affaires. Ta mère a son club. J'ai haussé les épaules, ils sont occupés. On est tous occupés, ma chérie. C'est une question de priorité. C'est durant ce trajet vers Paris qu'il a mentionné son testament pour la première fois. Je pense à ce qu'on laisse derrière soi en ce moment, a-t-il dit d'un ton léger. Qu'est-ce qui compte vraiment quand on n'est plus là? Grand-père, tu n'iras nulle part avant des décennies. Peut-être, mais quand ça arrivera, je veux m'assurer que les choses soient entre de bonnes mains. Des mains responsables. Je pensais qu'il parlait de mon père. Quelle erreur. À Paris, je me suis jetée à corps perdu dans le droit constitutionnel et le droit des affaires. Grand-père me rendait visite chaque semestre, s'asseyant au fond de la salle lors de mes concours d'éloquence avec ce sourire fier qui rendait les nuits blanches supportables. Mes parents, eux, sont venus à ma remise de diplôme avec 15 minutes de retard et sont partis pendant le cocktail. Maman s'est plainte tout le temps de l'inconfort des chaises et de la longueur de la cérémonie. Papa a passé son temps sur son téléphone, probablement à planifier son prochain investissement révolutionnaire. Major de promo en droit à Assas, a dit grand-père ce soir-là au restaurant. Je ne pourrais pas être plus fière. Mes parents ont hoché la tête poliment, comme si j'avais annoncé que j'avais appris à faire des tartines. C'était le premier indice de ce qui allait suivre. Grand-père Philippe est décédé un mardi de mars. Paisiblement dans son sommeil. Pas de drame, pas de conversation d'adieu de dernière minute. Juste le silence, ce qui rendait la chose encore plus douloureuse. J'avais 26 ans, je travaillais depuis 2 ans dans un petit cabinet d'avocats à Paris. L'appel est arrivé à 6h30 du matin par sa gouvernante. Mademoiselle Margot, je pense que vous devriez venir. J'ai fait la route vers Lyon dans un état second. Mes parents étaient déjà là, s'activant dans son bureau avec une efficacité qui m'a soulevé le cœur. Ils n'étaient pas en deuil. Ils faisaient l'inventaire. Oh, ma chérie, a dit maman en me serrant brièvement dans ses bras. Il va terriblement nous manquer. Qu'est-ce que vous faites? Ai-je demandé en voyant papa examiner les papiers sur le bureau de grand-père. On organise, a-t-il répondu sans lever les yeux. Ces choses doivent être gérées correctement. L'enterrement fut magnifique. Grand-père aurait détesté. Trop de faste, trop de dépenses. Maman a insisté pour le cercueil en acajou, les fleurs importées, la grande cathédrale au lieu de la petite église de village qu'il aimait. Il mérite le meilleur, répétait-elle. Avec quel argent? Me demandais-je, mais je restais silencieuse. Le deuil rend diplomate. Après la cérémonie, les gens m'abordaient pour me raconter la générosité de grand-père, comment il avait payé les frais médicaux d'un voisin ou financé les bourses d'étudiants modestes. Je vivais avec lui depuis 21 ans et j'en ignorais la moitié. Il avait aidé les gens toute sa vie sans jamais en souffler mot. Il n'avait que votre nom à la bouche, m'a dit une voisine. Sa petite fille brillante qui allait changer le monde. Pendant ce temps, mes parents acceptaient les condoléances comme s'ils avaient perdu leur meilleur ami, alors qu'ils perdaient surtout leur banquier. La lecture du testament était prévue le mercredi suivant. Procédure standard, a expliqué le notaire. Rien d'inquiétant. Mais j'ai remarqué que mes parents passaient leur journée en conciliabule qui s'arrêtait dès que j'entrais dans la pièce. Vous êtes inquiet? Ai-je demandé à papa. Inquiet? Non, non. C'est juste complexe de régler une succession. Les propriétés, les placements. C'est technique. Je peux aider. Je m'y connais un peu en droit successoral. C'est gentil, ma puce, mais c'est une affaire de famille. Une affaire de famille. Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si 21 ans à avoir été plus sa fille que sa petite fille ne comptait pour rien. Le mardi soir, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose clochait. Mes parents étaient différents, trop prudents dans leurs paroles, trop intéressés par mon emploi du temps. Quand j'ai suggéré de prendre quelques semaines de congé pour aider à vider la maison, papa a presque bondi de sa chaise. Pas besoin. On gère tout. Mais j'habite ici aussi.
C'est ma maison depuis toujours. Bien sûr, chérie. Mais tu as ta vie à Paris maintenant. Ta carrière. Philippe ne voudrait pas que tu mettes ça en pause. Depuis quand s'intéressait-il à ma carrière? Depuis l'enfance, c'est moi qui mettais ma vie en pause pour leur convenance. C'est là que j'ai compris. Ils n'avaient pas peur pour moi. Ils avaient peur que je mette le nez dans quelque chose qu'ils voulaient gérer seuls. Le rendez-vous était à 14 heures chez Maître Lefebvre. Je portais ma robe bleu marine, celle que grand-père m'avait offerte pour ma remise de diplôme. Professionnelle, respectueuse. J'aurais dû porter une armure. Avez-vous déjà vécu une trahison si totale qu'elle en devient physique? Laissez un commentaire si vous avez déjà senti ce couteau dans le dos venant de votre propre famille. Maître Lefebvre connaissait la famille depuis 30 ans. Il semblait sincèrement mal à l'aise en étalant les documents sur son bureau en chaîne. Mes parents étaient assis face à moi, les mains jointes, l'expression neutre. C'est assez inhabituel, a commencé Lefebvre en ajustant ses lunettes. William a effectué plusieurs modifications à son testament au cours des 2 dernières années. Mon cœur a raté un battement. Changement rimait avec complication. La légataire universelle de la succession de Monsieur Beaumont est Margot Beaumont, 26 ans, résidant à Paris. Le silence fut assourdissant. Je fixai le notaire, persuadé d'avoir mal entendu. Les visages de mes parents se sont décomposés. Pardon, a dit mon père, la voix étranglée. Vous avez dit légataire universel? La succession s'élève à environ 4,8 millions d'euros, a continué Lefebvre. Incluant les liquidités, les propriétés et les placements. Mademoiselle Beaumont hérite de 95% du patrimoine. Maman a porté la main à sa gorge. 95%. Les 5% restants sont répartis entre Robert Beaumont et plusieurs associations caritatives. 5%. Après 47 ans à être le fils prodigue, mon père recevait des miettes. Environ 240 000 euros. Une belle somme, certes, mais pas les millions qu'il attendait. Il doit y avoir une erreur, a dit papa en se penchant en avant. Mon père a toujours dit que le patrimoine serait partagé équitablement. Monsieur Beaumont a été très précis, a répondu le notaire. Il estimait que Margot avait démontré la responsabilité et le discernement nécessaires pour honorer son héritage. Je restais là, pétrifié. 4,8 millions d'euros. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Et je l'avais hérité de la seule personne qui m'avait vraiment aimé. C'est ridicule, a fini par exploser maman. C'est encore une enfant. Elle n'a aucune expérience en gestion. Elle a 26 ans et un master de droit à Assas, a rappelé Lefebvre calmement. Un diplôme ne signifie pas qu'elle comprend les affaires, a ajouté papa. Mon père a bâti cette fortune sur des décennies. Cela demande de la sagesse, des qualités que votre père estimait justement trouver chez Margot. La réunion a duré encore 1 heure, mais je n'entendais plus rien. Le choc de mes parents s'était transformé en colère, puis en détermination. Je voyais les rouages tourner dans leur tête, contestation juridique, mise sous tutelle, n'importe quoi pour mettre la main sur le butin. Bien sûr, le testament doit passer par la phase de liquidation, a précisé Lefebvre. C'est la procédure. Le tribunal devra valider le document avant tout transfert. Bingo. Mes parents ont échangé un regard qui disait qu'ils avaient trouvé leur faille. Combien de temps prend la procédure en cas de contestation, a demandé maman doucereusement. 6 mois à 1 an, selon les complications. Ils prévoyaient déjà les complications. Ce soir-là, mes parents m'ont invité à dîner dans un grand restaurant lyonnais. Leur cadeau, disait-il. Pour discuter, en famille. J'aurais dû me méfier. Nous voulons contester le testament, a dit papa dès l'entrée. Pas par cupidité, mais par souci pour ton avenir. Mon avenir? Ma chérie, tu as 26 ans, a renchéri maman. Tu n'as jamais géré plus qu'un compte courant. Un tel montant, ça change les gens. Ça attire les mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que vous suggérez? Une fiducie, ou une gestion partagée, a proposé papa. Avec des gestionnaires expérimentés. Maman et moi. Nous gérerions le patrimoine jusqu'à ce que tu sois plus mûr. J'ai posé ma fourchette.
Mûr pourquoi exactement? Pour assumer cette responsabilité. Ton grand-père avait de bonnes intentions, mais il n'avait plus toute sa tête à la fin. En réalité, grand-père n'avait jamais eu les idées aussi claires. Il avait vu exactement qui étaient mes parents et il m'avait protégé. Même depuis sa tombe, il veillait sur moi. J'apprécie votre inquiétude, ai-je dit. Mais je suis parfaitement capable de gérer mon héritage. Leurs visages se sont assombris. Le masque des parents aimants est tombé d'un coup. On verra ça, a murmuré papa. C'est là que j'ai su que la vraie guerre commençait. Les documents juridiques sont arrivés par coursier 3 semaines plus tard. Mes parents contestaient le testament pour abus de faiblesse et incapacité de la bénéficiaire. Ils prétendaient que j'avais manipulé grand-père et que je n'avais pas l'expérience requise. Leur avocat coûtait une fortune, le genre d'honoraire qu'on ne paie qu'en étant sûr de gagner. C'est classique, m'a expliqué mon avocate lors de notre premier rendez-vous. Les querelles d'héritage sont monnaie courante. Mais le testament est limpide. Grand-père était sain d'esprit. Vos parents prétendent le contraire. Ils suggèrent qu'il a été influencé par une personne ayant un intérêt financier. C'est-à-dire moi. C'est-à-dire vous. L'ironie était étouffante. Mes parents, qui avaient vécu au crochet de grand-père pendant des décennies, m'accusaient de manipulation. Moi, qui avais été trop fière pour lui demander de l'argent de poche pendant mes études. Mais voici où les choses se sont corsées. Durant la procédure, tous les comptes de la succession ont été gelés. Cela signifiait que mon héritage était bloqué, mais mes parents ne pouvaient pas y toucher non plus. Malheureusement, mon propre compte d'épargne a aussi été bloqué, car la justice soupçonnait qu'il contenait des fonds provenant de grand-père. Comment mon compte personnel peut-il être lié à ça, ai-je demandé au notaire. Votre grand-père y a fait des dépôts occasionnels au fil des ans, des cadeaux, vos frais d'inscription. La Cour veut s'assurer qu'il n'y a pas de mélange d'actifs. Super. Alors que mes parents continuaient de vivre dans leur appartement payé par grand-père et avec leur voiture financée par lui, je me suis retrouvée fauchée. Vraiment fauchée. Du genre à manger des pâtes tous les soirs. C'est alors que mon amie de fac, Sarah, m'a appelée. Elle ouvrait un petit café-bistrot près du quartier latin et avait besoin d'aide pour le lancement. Juste temporairement, a-t-elle précisé. Quelques services par-ci par-là jusqu'à ce que je puisse embaucher du personnel fixe. Je ne peux pas payer beaucoup. En ce moment, je ferai la plonge pour un repas gratuit, lui ai-je répondu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le café de Sarah était minuscule, une douzaine de tables, du bon café et des plats simples pour les étudiants. Je faisais le service du soir 3 fois par semaine, servant des croque-monsieur et débarrassant les tables. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un travail honnête qui payait mon studio. C'était même thérapeutique. Après des mois passés dans les documents juridiques, il y avait quelque chose de satisfaisant dans la simplicité d'une commande et d'une table propre. Pas de dynamique familiale toxique, pas d'arrière-pensée. Juste du café et les pourboires des étudiants. Vous avez l'air différente des autres juristes, m'a dit un habitué. Comment ça? Moins coincé, plus réel. S'il savait. Je travaillais au café depuis 6 semaines quand c'est arrivé. Je remplissais le distributeur de serviettes quand j'ai remarqué un couple familier à la table 4. Pas des clients habituels, mais des visages connus. Des amis de mes parents, les Henderson, qui étaient à l'enterrement. Ils me fixaient avec une expression de choc et ce qui ressemblait furieusement à de la pitié. Madame Henderson s'est approchée du comptoir quand j'ai apporté l'addition. Margot, ma chérie, c'est vraiment toi? Bonjour, Madame Henderson. Comment allez-vous? Bien. Je suis surprise de vous voir ici. Ses yeux ont balayé mon tablier taché de café et mes mains fatiguées. Tu travailles ici? J'aide juste une amie, ai-je dit simplement. Oh, comme c'est gentil. Mais son visage disait tout le contraire. Il disait qu'elle allait appeler ma mère dès qu'elle serait dans son taxi. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro de maman. Margot, ma chérie, il faut qu'on parle. L'embuscade était déguisée en dîner dominical. Mes parents m'ont invité chez eux, prétendant vouloir une
Résolution pacifique. Ce qu'il voulait vraiment, c'était me montrer les preuves que j'étais inapte à hériter. On a entendu dire que tu travaillais comme serveuse, a dit maman devant un rôti qui venait sûrement d'un traiteur. J'aide une amie dans son café. Tu sers le café, a précisé papa. Tu débarrasses les tables. Est-ce un travail honnête? Bien sûr, ma chérie. Mais cela soulève des questions sur ton jugement, sur ta capacité à gérer des actifs importants. J'ai posé ma fourchette. Quelle question? Maman a échangé un regard avec papa. Si tu avais le sens des affaires, est-ce que tu ne passerais pas ce temps de manière plus productive? À réauter, à construire des relations professionnelles? Au lieu de vivre des rentes de grand-père depuis des décennies, tu veux dire? La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Nous n'avons jamais vécu de rente, a dit papa, rigide. Ton grand-père était généreux avec sa famille. C'est différent. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait que vous vivez sur son dos depuis que je suis née. Ça suffit, a tranché maman. Cette attitude est exactement ce dont nous parlons. Cette rancœur, cette hostilité envers ta famille. Ce n'est pas sain. Ce qui n'est pas sain, c'est que deux adultes poursuivent leur fille en justice parce qu'ils ne supportent pas que leur père ait enfin compris qui ils étaient. Le masque a fini par tomber. Plus de parents inquiets, plus de simulacres d'amour. Juste de la cupidité pure et calculée. Tu ne mérites pas cet argent, a murmuré papa. Tu ne l'as pas construit. Tu ne l'as pas gagné. Tu étais juste là au bon moment. Et toi, tu l'as gagné comment? En étant une déception professionnelle pendant 47 ans? On verra ce que le juge pense de ton aptitude, a dit maman en se levant brusquement. Surtout quand il verra comment tu vis actuellement. Vous voulez dire en subvenant honnêtement à mes besoins par le travail au lieu de quémander? On veut dire comme quelqu'un qui ne sait manifestement pas gérer ses propres finances, et encore moins des millions. Ils avaient des photos. Madame Henderson n'avait pas chômé, des clichés de moi en tablier, l'air fatigué, vidant des cendriers. La preuve parfaite de ma détresse financière, et de mon manque d'ambition. Le juge verra ça, a dit papa en faisant glisser les photos sur la table. Ainsi que les témoignages sur ta déchéance récente. J'ai regardé les images. J'y ressemblais exactement à ce que j'étais, une jeune femme bossant dur pour payer ses factures. Mais à travers le prisme de mes parents, j'avais l'air d'une ratée. Quelqu'un qui avait gâché ses chances et fini à la plonge. Vous savez quoi, ai-je dit en me levant. Vous avez raison sur un point. Je ne suis plus la fille que vous avez élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? La fille que vous avez élevée aurait déjà signé les papiers. Elle se serait excusée que grand-père l'aime plus que vous. Elle aurait fait de votre cupidité son problème. Je me suis dirigée vers la porte. Mais voici ce que vous ne comprenez pas sur la petite fille que grand-père Philippe a élevée. Elle n'abandonne jamais. Et elle ne cède pas face au harceleur. On verra ça. A crié maman derrière moi. Oui, ai-je répondu. On verra. La date de l'audience a été fixée au mois suivant. Mes parents étaient persuadés de gagner. Après tout, quel juge confierait des millions à une femme qui ne peut même pas se permettre de s'arrêter de servir des cafés pendant un litige? Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Avez-vous déjà été sous-estimé au point que cela devienne votre plus grand atout? Dites-le moi en commentaire. 3 jours avant l'audience, mon avocate, Rebecca, m'a donné un conseil qui allait tout changer. Apporte un enregistreur, a-t-elle dit simplement. Pas pour piéger, mais pour te protéger. Parfois, les discussions de couloir ou les remarques hors micro révèlent la vraie nature des gens. J'étais nerveuse. En France, la loi sur les enregistrements est stricte, mais dans un procès civil, la jurisprudence évolue si c'est le seul moyen de preuve. Je me suis retrouvée dans ma voiture devant le tribunal à 8h47 un jeudi matin, vérifiant mon téléphone pour la 3e fois. C'est fou comme la technologie aide. Il y a 20 ans, il fallait un équipement d'espion, aujourd'hui, on a tous une arme dans la poche. Mes parents sont arrivés 15 minutes plus tard dans la BMW de papa, celle que grand-père avait co-signée, juste le temps qu'ils se remettent sur pied, il y a 8 ans. Apparemment, ils avaient ramené des renforts, tante Patricia,
oncle Jim, même mon cousin Marc que je n'avais pas vu depuis le lycée. Rien ne dit « on t'aime », comme ramener toute la famille pour voir une fille se faire dépouiller par ses parents. Rebecca m'a rejointe sur les marches du palais de justice, impeccable dans son tailleur bleu marine. Comment tu te sens? Comme si j'allais voir mes parents essayer de me voler 4 millions tout en jurant que c'est pour mon bien. J'ai tapoté mon téléphone dans ma poche. Je suis prête. Le tribunal était un de ces bâtiments imposants, faits pour que le citoyen se sente tout petit. Marbre, boiseries sombres, portraits de magistrats austères. L'endroit parfait pour qu'une jeune femme en costume bon marché se sente écrasée. Pas de chance pour eux, je n'étais pas n'importe quelle jeune femme. L'avocat de mes parents était un certain maître Valois, la soixantaine, cheveux argentés et un costume qui coûtait le prix d'une petite voiture. Il avait cette arrogance des gens qui gagnent par l'intimidation plutôt que par le droit. Mademoiselle Beaumont, a-t-il dit en s'approchant avec un sourire condescendant. J'espère que nous garderons ces débats cordiaux. Oh, je suis toujours cordial, maître. Parfois même agressivement cordial. Son sourire a vacillé. Vos parents espèrent éviter une bataille prolongée. Peut-être pouvons-nous trouver un accord à l'amiable? Vous voulez dire, peut-être que je vais m'écraser et leur donner l'argent? Je veux dire trouver une solution qui convienne à tout le monde. J'ai regardé mes parents derrière lui, chuchotant avec la famille. Maître Valois, la solution qui convient à tout le monde est celle que grand-père Philippe a déjà choisie. Ça s'appelle son testament. On allait voir ce que la cour en pensait. À 9h30 pile, l'huissier a appelé notre affaire. Succession Beaumont. On y était. J'ai discrètement lancé l'enregistrement en entrant. Il était temps de voir jusqu'où mes parents étaient prêts à descendre. Alerte spoil, bien plus bas que je ne l'imaginais. Le juge, Monsieur Perrin, ressemblait exactement à l'image qu'on se fait d'une autorité intimidante. Une voix grave qui rendait les avocats nerveux. Il était sur le siège depuis 22 ans, il pensait avoir tout vu. Il s'agit d'une contestation de testament, a-t-il commencé. Les plaignants, Robert et Sylvie Beaumont, contestent les dispositions au motif d'une incapacité de la bénéficiaire. En langage juridique, ça veut dire « trop stupide pour gérer de l'argent ». Charmant. Valois s'est levé pour présenter leur cas, étalant les photos de moi au café sur la table des preuves comme s'il révélait un secret d'État. Monsieur le juge, ces images montrent le mode de vie actuel de la bénéficiaire. Comme vous pouvez le voir, mademoiselle Beaumont travaille dans la restauration, comme serveuse, pendant la période de succession. Les photos étaient de bonne qualité. Madame Henderson aurait dû faire carrière dans la police. On m'y voyait fatiguée, tachée de café, luttant pour joindre les deux bouts. Les plaignants soutiennent, a continué Valois, que cela démontre un manque fondamental de responsabilité financière. Quelqu'un capable de gérer 4,8 millions d'euros ne se retrouverait pas dans de telles circonstances. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. La logique était spectaculaire, parce que j'étais trop fière pour vivre de l'argent de la famille pendant que je me battais pour mon héritage, j'étais donc trop irresponsable pour le mériter. C'est comme dire qu'on ne sait pas nager parce qu'on refuse de sauter dans l'eau avec des chaussures en béton. De plus, a ajouté Valois, mademoiselle Beaumont n'a aucune expérience en gestion de fortune ou en stratégie d'investissement. C'est une jeune diplômée avec une expérience du monde réel quasi nulle. Mes parents hochaient la tête solennellement, jouant leur rôle à la perfection, des parents inquiets forcés de protéger une fille adorée contre son propre manque de jugement. Les plaignants proposent une mise sous tutelle des biens, a conclu Valois, avec des administrateurs expérimentés pour superviser les actifs jusqu'à ce que mademoiselle Beaumont démontre la maturité nécessaire. Les administrateurs, expérimentés, étant mes parents, bien sûr. Les mêmes qui n'avaient jamais eu de vrai travail de leur vie. Le juge Perrin a examiné les photos avec intérêt. Ces images montrent mademoiselle Beaumont dans une position de service? Oui, monsieur le juge. Serveuse dans un bistrot de quartier. Et c'était pendant que les comptes étaient bloqués? Exactement. Le juge a froncé les sourcils. Donc mademoiselle Beaumont subvenait à ses besoins par un emploi honnête plutôt que... Quoi? Quelle aurait été l'alternative? Valois a hésité. Eh bien, quelqu'un avec un sens financier aurait des ressources.
Quelles ressources? Les comptes étaient gelés en attendant cette audience. J'ai vu Valois réaliser qu'il s'était coincé tout seul. Si j'avais eu de l'argent de côté, cela aurait affaibli leur argument sur mon besoin de l'héritage. Si je n'en avais pas, alors travailler était la seule chose responsable à faire. Le point, monsieur le juge, est que les choix de mademoiselle Beaumont reflètent un mauvais jugement. Travailler pour payer son loyer serait un mauvais jugement? Travailler dans le service quand on a un diplôme de droit suggère un manque d'ambition. Et voilà. Le préjugé de classe qui bouillonnait sous la surface venait d'éclater. Dans le monde de Valois et de mes parents, certains métiers étaient dégradants. Le travail manuel était une preuve d'échec moral plutôt que d'éthique. Mon téléphone enregistrait chaque mot, capturant cet élitisme méprisant. Le juge Perrin restait illisible. Je vois. Et qu'est-ce que les plaignants proposent comme preuve de leur propre aptitude à gérer ces millions? Des décennies d'expérience de vie, monsieur le juge. Un jugement mûr. Robert Beaumont a été impliqué dans diverses entreprises. Des entreprises prospères? Nouvelle hésitation. Les affaires comportent des risques. Parfois, les projets ne remplissent pas leurs promesses initiales. Ce qui signifie qu'elles ont échoué? Ce qui signifie qu'elles ont apporté une expérience précieuse. Si la gymnastique mentale était une épreuve olympique, Valois aurait eu la médaille d'or. 47 ans d'échecs financiers étaient devenus une expérience précieuse. C'était fascinant. Que pensez-vous qu'il va se passer? Laissez vos pronostics en commentaire car c'est là que tout a basculé. Le juge Perrin s'est adossé à son fauteuil. Mademoiselle Beaumont, vous êtes restée très silencieuse. Je me suis levée lentement. J'écoutais, monsieur le juge. Et quelle est votre réponse à ces allégations? Une personne normale se serait défendue, aurait crié à l'injustice. Mais je suis la petite fille de Philippe. Il m'a appris mieux que ça. Monsieur le juge, ai-je dit calmement, j'aimerais parler de mes qualifications. Je vous en prie. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents qui se penchaient en avant, impatients. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, prouvant ainsi mon immaturité. Les plaignants affirment que je travaille comme serveuse. C'est exact. Durant la période où mes comptes ont été bloqués à cause de leurs actions, j'ai pris un emploi honnête pour ne dépendre de personne. Le juge a hoché la tête. Réponse raisonnable. Merci. Les plaignants affirment aussi que je manque d'expérience et d'éducation pour gérer ces actifs. Et votre réponse? J'ai pris une grande inspiration. Tout ce que grand-père avait investi en moi, chaque leçon sur la dignité et la persévérance, se jouait maintenant. Monsieur le juge, mes parents semblent croire que servir des cafés disqualifie pour gérer de l'argent. J'ai marqué une pause en les fixant. Mais ils ont oublié de mentionner ce que je fais quand je ne sers pas de café. Le front de ma mère s'est plissé. Mon ton n'était pas celui qu'elle attendait. Je vous écoute, a dit le juge. Et là, j'ai lâché la bombe. Monsieur le juge, pendant que mes parents recueillaient des photos de moi en tablier, ils ont oublié de vérifier mon CV. J'ai été diplômé major de ma promotion à Assas. J'ai passé 2 ans dans un cabinet d'avocats international spécialisé dans la gestion de patrimoine et les successions. Si je sers des cafés aujourd'hui, ce n'est pas par manque de compétences, c'est parce que je refuse de compromettre mon intégrité pendant que je me bats contre ma propre famille. Le silence était de plomb. De plus, ai-je continué, mes parents affirment que je suis inapte, mais ils n'ont jamais géré quoi que ce soit par eux-mêmes depuis 30 ans. J'ai senti le juge devenir très attentif. Mais voici ce qui démontre vraiment mon aptitude. Je savais que cette audience révélerait leur vraie nature. Alors, j'ai pris la précaution de tout enregistrer. Non pas ici, car je respecte votre tribunal, mais la réunion qu'ils ont organisée dimanche soir pour tenter de m'extorquer ma signature en échange de l'arrêt des poursuites. J'ai sorti mon téléphone. J'y ai enregistré mon père admettant qu'il se moquait de la volonté de son propre père et qu'il ferait tout pour me briser financièrement si je ne lui cédais pas 50% de la somme. Mes parents sont devenus livides. Valois a semblé vouloir s'enfoncer sous terre. Le juge Perrin a demandé à entendre l'enregistrement. On y entendait clairement mon père rire en disant « On va te faire passer pour une clocharde devant le juge,
et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer si tu ne signes pas ce papier. La salle d'audience était pétrifiée. Avez-vous déjà vu un château de cartes s'effondrer en temps réel? C'est un spectacle inoubliable. Le juge Perrin a refermé son dossier. Mes parents chuchotaient frénétiquement avec Valois qui secouait la tête, l'air de vouloir s'enfuir. Monsieur le juge, a dit Rebecca, au vu de ces éléments prouvant la mauvaise foi manifeste et la tentative d'extorsion, nous demandons le rejet immédiat de la contestation. La séance est suspendue pour 30 minutes, a déclaré le juge d'une voix de glace. Dès qu'il a quitté la salle, mes parents m'ont entouré comme des guêpes furieuses. Qu'est-ce que tu as fait? A sifflé papa. Je me suis protégée, c'est tout. C'est un piège, a accusé maman. Non maman, c'est une preuve. Vous avez passé des mois à me surveiller, à me prendre en photo. J'ai juste enregistré une conversation à laquelle je participais. C'est parfaitement légal dans ce contexte. L'arrogance avait disparu. Soudain, ils n'étaient plus inquiets pour ma maturité, ils étaient inquiets pour leur réputation. Tu ne peux pas utiliser ça, a balbutié papa. Je viens de le faire. Grand-père Philippe m'a appris une chose, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Aujourd'hui, vous avez montré au monde entier qui vous êtes. Margot, s'il te plaît, a imploré maman. On est une famille. La famille n'essaie pas de voler ses propres enfants. La famille ne paie pas des détectives pour me suivre. Et la famille ne rit pas quand on me traite de raté. Car oui, j'ai entendu vos rires quand Valois montrait les photos. Il n'avait rien à répondre. Pendant l'heure qui a suivi, les choses sont allées très vite. Valois a demandé à se retirer du dossier pour « divergence stratégique », ce qui veut dire qu'il ne voulait pas être associé à ce naufrage. Mes parents ont réalisé que leur petite fille n'était plus le pion qu'ils manipulaient depuis 20 ans. Quand le juge est revenu, son regard était cinglant. Après examen des éléments, cette cour estime que la contestation est non seulement infondée, mais qu'elle relève d'une procédure abusive. Mes parents semblaient dévastés. Le testament de Monsieur Philippe Beaumont sera appliqué à la lettre. Margot Beaumont est confirmée comme légataire universelle. Le marteau est tombé avec une finalité qui a résonné dans tout le palais. De plus, a ajouté le juge, compte tenu de la légèreté et de la malveillance de cette action, les plaignants sont condamnés aux entiers dépens et à verser 10 000 € de dommages et intérêts à Mademoiselle Beaumont pour procédure abusive. C'était la cerise sur le gâteau. Non seulement ils perdaient l'argent de grand-père, mais ils allaient devoir payer pour avoir étalé leur cupidité au grand jour. La justice a parfois un sens de l'humour merveilleux. En sortant de la salle, je suis restée assise un moment. 4,8 millions d'euros. Assez pour faire ce que je voulais. Mais surtout, une victoire morale. La preuve que la confiance de grand-père était justifiée. Félicitations, m'a dit Rebecca. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, je vais laisser la succession se régler. Dans 30 jours, j'aurai accès au fonds. Mes parents se sont approchés lentement. Papa avait le visage gris, maman les yeux rouges. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Margot, a commencé maman. Non, ne dis rien. S'il te plaît, on reste tes parents. Vraiment? Parce que les parents n'engagent pas d'avocat pour prouver que leur fille est folle ou incapable. On a fait des erreurs. On n'était pas lucide. Vous étiez très lucide. Vous pensiez aux 4 millions et à comment mettre la main dessus. On s'inquiétait pour toi, a insisté maman. Vous vous inquiétiez pour votre train de vie. C'est différent. Ils sont restés là, attendant sans doute que je les absolve, que je gère leur culpabilité comme j'avais géré leurs problèmes toute ma vie. Mais la petite fille de Philippe ne faisait plus ça. J'espère que ça en valait la peine, ai-je dit. Les frais d'avocat, l'humiliation publique, la destruction totale de notre relation. J'espère que prouver que je n'étais pas apte valait le coup de perdre votre fille. Tu es dramatique, a bafouillé papa. Ah oui. Vous avez essayé de me voler mon héritage. Vous avez ri quand on m'insultait. Vous m'avez fait suivre. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans ma réaction? Il n'avait pas de réponse. Pas de pirouette pour transformer leur trahison en amour. La succession sera réglée bientôt, leur ai-je dit.
Après ça, je vais changer de vie. Nouvelle ville, nouvelles opportunités. Je vous suggère d'en faire autant. En sortant du tribunal, mon téléphone vibrait de messages. Sarah du café qui me félicitait. Des anciens de promo qui avaient vu l'affaire circuler. Même des offres d'emploi de grands cabinets impressionnés par mon sang-froid. Mais le message qui comptait le plus m'attendait à la maison. Une enveloppe scellée avec l'écriture de grand-père, à ouvrir quand tout sera fini. À l'intérieur, un simple mot, Margot, si tu lis ceci, c'est que tu as tenu bon et que tu as gagné. J'ai toujours su que tu le ferais. Cet argent est à toi, fais en ce que tu veux, mais souviens-toi de ce que je t'ai appris. La richesse est un outil, pas une fin. Utilise-la sagement. Aide ceux qui en ont besoin et ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je t'aime. Grand-père. 6 mois plus tard, je vous écris depuis mon nouveau bureau à Paris. J'ai rejoint un cabinet spécialisé dans la protection des personnes âgées et le droit des successions. Il s'avère qu'il y a beaucoup de familles qui luttent contre les mêmes démons que la mienne. Mon héritage ? J'en ai investi la majeure partie sagement, comme grand-père l'aurait voulu. Mais j'ai aussi utilisé une partie pour créer une association qui offre une aide juridique gratuite aux personnes victimes d'abus de faiblesse au sein de leur famille. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se battre pour ce qui leur revient de droit. Mes parents et moi ne nous parlons plus. Pas par rancune, mais parce que certaines relations ne survivent pas à une telle trahison. Ils ont choisi l'argent plutôt que la famille, et ce choix a eu des conséquences définitives. Mais voici ce que j'ai appris, parfois, les gens qui essaient de vous détruire vous rendent service sans le vouloir. La cupidité de mes parents m'a forcé à découvrir une force que j'ignorais avoir. Leur trahison m'a appris la différence entre les liens du sang et la vraie famille. Leur tentative de m'humilier a fini par prouver exactement pourquoi grand-père m'avait choisi.